Donc, bonjour tout le monde. On est vraiment désolé pour le petit retard, mais on est bien contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Ben, avant de laisser la parole euh, aux panélistes et à l'animation, je vais juste présenter le hub de mobilisation pour la justice climatique. Donc, moi, c'est Florence. Et le hub, dans le fond, c'est un groupe de soutien qui a été créé durant la pandémie pour offrir du soutien aux personnes militantes au Québec et dans le reste du Canada. Donc, notre but, c'est vraiment d'être à l'écoute des besoins des groupes militants et de répondre à ces besoins-là à travers des formations, à travers des ateliers, à travers des ressources. C'est pas mal ça pour notre petite présentation. Et je vais laisser la parole à la personne qui va présenter après moi. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Je vais juste vérifier. Oui. Super, merci beaucoup. Donc, mon nom est Mélisa, moi je travaille pour Oxfam Québec, qui est co-organisatrice de l'événement de ce soir. En fait, Oxfam Québec, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation de coopération internationale qui a 3 axes d'intervention. Donc, on intervient soit dans les crises humanitaires, on a ici également un volet pour tout ce qui est projets internationaux, où est-ce qu'on collabore beaucoup avec les partenaires locaux. Et justement, les personnes que vous allez entendre ce soir, c'est dans le cadre-ci qu'on a une collaboration. Mais également, on a tout un volet qui s'inscrit dans les activités de sensibilisation et de mobilisation au Québec. Donc, c'est dans ce cadre-ci que je viens vous parler de la consultation jeunesse qui s'en vient. Donc, on organise un événement où est-ce qu'on veut entendre la jeunesse québécoise dans toute sa diversité à propos d'un éventuel comité jeunesse à l'Assemblée nationale. Pour vous faire un petit topo, au printemps dernier, on a apporté la voix des jeunes qui ont apporté une motion qui a été adoptée par tous les partis politiques à l'Assemblée nationale qui demande, la création d'un comité jeunesse. Donc, l'idée, c'est de reprendre cette discussion-là post-élection et de pouvoir entendre les jeunes, de produire un rapport et des recommandations pour pouvoir aller relancer la conversation auprès du gouvernement. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre le 10 novembre à partir de 18 h. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous avez toutes les informations sur notre site web, mais également, je vais vous mettre dans le chat pour celles et ceux qui sont présents à venir, en fait, finalement. Ça nous fera plaisir de vous entendre. Parfait, donc bonjour tout le monde, c'est moi aujourd'hui qui va faire la facilitation du panel. Je suis vraiment contente de vous voir. Donc, je vais vous expliquer un peu la traduction, comment ça va fonctionner. On a une personne qui est dans la pièce ici qui va faire l'interprétation. J'inviterai Julien à juste faire un test en ce moment, puis juste dire quelques mots. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Je vois des oui. OK, super. N'hésitez pas à écrire dans le chat s'il y a des enjeux au niveau de la traduction parce qu'on utilise seulement un micro. Est-ce que vous pouvez parler plus lentement parce qu'on fait la traduction et c'est tellement difficile si vous parlez assez vite. Oui. Donc, on va parler plus. On n'a pas de micro ici. Parfait. On va parler plus fort et plus lentement en français pour que les personnes qui font la traduction vers l'espagnol puissent avoir le temps de le faire. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner aujourd'hui. Mon nom, c'est Isabelle. Je travaille pour le Hub. J'utilise le pronom elle et je m'implique dans la lutte pour la justice climatique tout en travaillant au Hub. Donc, je me suis impliquée notamment avec la SEV depuis 2019. Puis, je m'implique encore à ce jour dans plusieurs projets communautaires en lien avec la justice sociale et climatique. C'est vraiment un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être accompagnée de Lamine, Jorge et Noémie pour le panel. Donc, on va commencer ça avec une question toute simple où je vais demander à vous trois, en commençant par Jorge. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, puis de ce qui t'a mené à ton implication dans le milieu pour la justice sociale, environnementale et climatique? Ok. Bueno,
Buenas noches a todos. Gracias por permitirme este espacio nuevamente. Yo soy Jorge. Bonsoir tout le monde. Donc, merci de me donner cette opportunité. Donc, je m'appelle Jorge. Pertenezco a una red llamada la Red Interquorum Ucayali. Esta queda en la zona oriente del país, en la Amazonía de Perú. Donc, j'appartiens à un réseau qui s'appelle Red Interquorum Ucayali, qui est situé dans la partie amazonienne du Pérou, à l'est. La Red Interquorum Ucayali trabaja muchos ejes y uno de ellos es el eje ambiental en el cual participo yo. Donc, ce réseau-là a plusieurs axes d'intervention, dont un axe environnemental dans lequel je participe. Y en el eje ambiental hemos observado bastantes brechas que son complicadas de cerrar, principalmente por la ausencia del Estado y contra las poblaciones vulnerables, es decir, en este caso, los pueblos originarios. Donc, c'est sûr qu'on a observé dans notre région plusieurs brèches dues à l'absence de l'État principalement. Et puis, ce sont les populations les plus vulnérables qui en paient le prix, principalement les populations autochtones. Bueno, me gustaría comentarles por qué es que yo me involucro como activista ambiental. J'aimerais vous expliquer un peu pourquoi moi, je suis impliqué comme militant environnemental. Espero no gastar mucho tiempo en esto. Yo desde los 13 años he ingresado al mundo del activismo. Donc, je suis rentré dans le monde de l'activisme à l'âge de 13 ans. Eso sucedió porque yo de muy pequeño he vivido situaciones de alto riesgo, tanto económicas como sociales. Ça s'est produit parce que depuis mon plus jeune âge, j'ai vécu des situations à haut risque au niveau économique et social. Y fue precisamente jóvenes que buscaban un mejor futuro para el país, que buscaban darle seguridad alimentaria a los niños desprotegidos. Ese tipo de jóvenes activistas en algún momento me encontraron y me invitaron a participar de sus actividades. Et puis, ce sont justement des jeunes militants qui travaillaient au bénéfice de la jeunesse et au niveau de la sécurité alimentaire qui m'ont un peu amené vers ça, qui m'ont aidé, qui ont fait en sorte que j'ai commencé à m'impliquer. Por eso siempre digo que para ser activista hay que creer en lo que haces. Y yo soy una evidencia de que el activismo es efectivo. Pour ça, je dis toujours que pour être un militant, il faut croire à ce qu'on fait. Puis je suis une preuve vivante que le militantisme, ça fonctionne. Y estaré comprometido hasta el último momento con estos procesos de cambio. Et je vais être impliqué jusqu'à la fin envers ces processus de changement. Merci, Maxi. J'inviterai maintenant Noémie, si tu veux te présenter. Hola, buenas noches a todos, a todas. Gracias a Hub, gracias a Oxfam, Quebec por la invitación, por permitirme estar aquí. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être présents et merci à Oxfam et WAB d'avoir organisé cet événement. Mi nombre es Noemí, yo soy de Perú, vengo de la ciudad de Trujillo, una ciudad que queda un poco alejado de la capital, al norte del Perú. Y... Bonjour, je m'appelle Noémie, je viens de Trujillo, une ville qui est un peu loin de la capitale, qui est au nord du Pérou. Y dentro del activismo pertenezco a dos organizaciones. La primera se llama Viernes por el Futuro Perú y la segunda es Actua.p. Donc, je suis membre de deux réseaux différents. Le premier, c'est Vendredi pour le Futur Pérou et l'autre, c'est une plateforme qui s'appelle Actua.p. Como les dije, yo vengo de una provincia que queda alejada del Perú
y dentro de ella, en Perú es un país muy centralista, los problemas y las movilizaciones son en la capital mayormente, pero cuando hablamos de brechas de desigualdades, son las provincias las que realmente lo sienten y las viven. Entonces, en Trujillo. Donc voilà, donc comme je vous disais, je viens de loin. Et puis, bon, le Pérou, c'est un pays qui est extrêmement centralisateur. Donc, c'est sûr que quand on parle d'inégalité, les provinces là, le vivent au premier chef. En Trujillo hay bastantes brechas económicas, los problemas de género son muchos, la tasa de mortalidad, los feminicidios, las leyes para las mujeres están muy retrasadas. Donc voilà, dans la ville de Trujillo, il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux économiques, des enjeux liés au genre, au taux de mortalité élevé, au taux d'homicide, la législation là, par rapport aux questions de genre est vraiment en retard. En el tema ambiental también, Trujillo es una ciudad de agricultores que se dedican a temas agrónomos y trabajadores, por ende, hay bastantes huelgas, bastantes plantones que estas comunidades realizan. Donc, au niveau environnemental, donc, Trujillo, c'est une ville d'agriculteurs, de travailleurs. Il y a beaucoup de mouvements sociaux, beaucoup de grèves notamment. Pero todos estos problemas, cuando uno enciende la televisión, no los puede visibilizar. La televisión, los medios de comunicación en el Perú también son muy centralistas. Los problemas que ocurren en provincias no se visibilizan para todo el Perú. Donc, c'est sûr que les médias sont aussi très, très centralisés au Pérou. Donc, c'est sûr que quand on voit ces luttes-là à travers de la télévision, là, ça ne visibilise pas l'ensemble de la lutte. Donc, c'est sûr que quand il y a des questions sociales comme ça qui arrivent en région, c'est difficile de les visibiliser dans tout le pays. Y bueno, como joven, como adolescente, joven todavía, en ese momento uno descubre por las redes sociales, por contactos, de que hay un activismo, hay grupos de jóvenes también que se están involucrados en las mismas causas. Entonces, uno puede coger ese ejemplo quizás de la capital, de Lima en mi caso, y busca como juntarse con estas personas para que finalmente también se unan las voces. Es necesario, a mí me pareció muy interesante conocer a compas, como le decimos en mi país, a compas que están en otras provincias, que también están involucrados en las mismas problemáticas y que podamos finalmente realizar movilizaciones, acciones, peticiones en la capital y en las diferentes provincias del Perú. C'est sûr que quand on est un adolescent, jeune adulte, par l'entremise des réseaux sociaux, etc., on peut découvrir qu'il existe de l'activisme, on peut découvrir qu'il y a d'autres choses. On peut prendre des exemples qui viennent de la capitale, etc., comme c'est mon cas. Et donc, ça donne envie de se joindre à ces mouvements-là. Puis ça donne aussi envie de se connecter pour unir nos luttes. Merci, Noémie. Donc, Lamine, c'est à ton tour. Ah oui, merci, Hope, mais merci aussi à Oxfam Québec de nous avoir en tout cas conviés à cette activité d'échange et de partage. Moi, je m'appelle Lamine Diagne, je suis sénégalais. Alors, je travaille pour une organisation qui s'appelle AJE. AJE, c'est Action pour la justice environnementale. Alors, je suis activiste et aussi défenseur de l'environnement et des droits humains. C'est ça, en tout cas, mon activité quotidienne. Alors, je suis impliqué dans ce réseau parce que c'est un réseau qui est quand même composé de jeunes très engagés pour la cause environnementale, mais pour la cause des droits humains. Et c'est un réseau qui est aujourd'hui présent sur tout le territoire national, avec non seulement des jeunes, mais aussi des écoliers, mais des universitaires et des chercheurs. Donc, je suis impliqué dans ce réseau depuis 2018. Donc, c'est en 2019 qu'on a reçu notre reconnaissance légale, en tout cas via les autorités sénégalaises.
Alors, ce qui m'a motivé à s'engager dans ce combat, c'est d'abord ma formation. J'ai fait une formation en droit de l'environnement pour connaître un peu les droits des personnes, mais par la suite, j'ai fait une autre formation en sciences de l'environnement. Alors, ce qui m'a davantage sensibilisé sur les questions et le lien, la connexion qui existe entre les droits et l'environnement. Ça, c'était vraiment ma première motivation. Mais ensuite, c'est la pauvreté des personnes qui est plus due à la destruction des moyens de subsistance du fait de l'implantation des entreprises, du fait de la sécheresse, du fait des changements climatiques, du fait de l'érosion côtière, mais aussi du fait de la montée des océans. Ça m'a vraiment touché et je me suis dit qu'il faut que je m'engage de par ma connaissance pour au moins défendre ces genres de problèmes. Mais aussi, j'ai vécu des cas d'injustice climatique et d'injustice environnementale. Ça m'a vraiment motivé, des cas de perte de terre, des cas de violation, des cas de déplacement de population, surtout les populations qui n'ont pas les moyens de se défendre ou bien qui n'ont pas les capacités de résilience. Et depuis ma naissance aussi, depuis que je suis devenu un peu conscient de la réalité mondiale, je me suis dit que je vais m'engager à défendre quand même les minorités, les personnes qui sont marginalisées, les personnes qui ont une capacité faible de résistance et plus à s'engager aussi dans la formation, bien dans l'éveil des masses. Parce que dans nos pays aussi, il y a ce problème. Il y a énormément de personnes qui veulent s'engager, mais malheureusement qui ne connaissent pas trop leurs droits, mais qui ne connaissent pas trop les enjeux mondiaux. Donc, du coup, je me suis dit que je vais aussi participer à l'effort d'éveil des masses, de construction des masses, mais aussi que permettre les masses de comprendre les enjeux entre le Nord et le Sud, les enjeux des multinationaux, les intérêts, etc. Donc, c'est vraiment cette batterie de problèmes, d'informations qui m'ont motivé à s'engager, à défendre davantage les droits des communautés, mais aussi à préserver, à participer à la préservation de notre environnement, qui constitue aujourd'hui notre seul grenier pour en tout cas avoir une vie saine. Donc, en grosso modo, ce sont ces quelques mots que je voulais glisser pour justement m'introduire. Merci. Merci beaucoup, Lamine. Dans vos trois introductions, dans les trois introductions qui viennent d'avoir lieu, je vois une grande corrélation avec l'expérience vécue, l'expérience vue, et aussi les intersections avec les enjeux sociaux en tant que tels, comme quoi l'injustice climatique, et on le répète, on essaie de répéter le plus souvent, c'est pas une question purement environnementale, en fait, on le fait pour les communautés, on le fait parce qu'il y a des conditions de vie qui sont impliquées. Puis, j'aimerais ça rebondir sur des commentaires de Jorge dans ta présentation. Tu as parlé de ton activisme comme un processus qui fonctionne. Est-ce que tu pourrais un peu élaborer cette question-là pour les personnes qui sont connectées avec nous aujourd'hui? Gracias por la consulta. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir ahora. No podemos amar, en principio desde pequeños nos enseñan a amar lo nuestro. Julien? Merci. Donc, depuis le plus jeune âge, on nous enseigne à aimer ce qui est nôtre, à aimer ce qu'on connaît.
Sin embargo, no podemos amar algo que no conocemos. Cependant, on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. En consecuencia, no podemos defender lo que no conocemos. Tenemos que conocer para defender algo que amamos. Donc, par conséquent, si on veut défendre les choses qu'on aime, il faut d'abord les connaître. Y bajo ese mismo principio del amor, hay algo que quizás las autoridades han olvidado. El ser humano es parte de la naturaleza y todo está interconectado. Igual la sociedad y sus alegrías y sus penas también están interconectadas. Todo está conectado, todo está conectado. Donc voilà, donc tout est connecté. C'est un principe peut-être que les autorités tendent à oublier, mais c'est sûr que dans la nature, ben, tout est interconnecté. Dans la société également, tout est interconnecté. Donc, c'est un principe important qu'il faut rappeler. Precisamente la estrategia entonces es volver a esa conexión y por ello nos pareció bastante importante mencionar que la articulación es una forma eficiente de poder volver a la conexión, porque si trabajamos como islas, entonces no podremos finalmente entregar un mensaje común. El mensaje que entregamos a la población y a otros jóvenes que van a ser activistas, potenciales activistas, tiene que ser el mismo. OK, donc c'est sûr que c'est ça, de point de vue, je pense, activisme, l'idée de connexion est vraiment importante. Quand on réussit à se connecter, on réussit aussi à s'interconnecter, voilà, dis-je, on réussit à amener un message commun, arriver avec une proposition commune. Hay un aspecto que no he mencionado en esta reunión, que es el aspecto de la corrupción. Para poder luchar contra esa corrupción necesitamos que todos hablemos el mismo idioma, de manera que la corrupción no sienta solo el golpe desde un lado, sino desde todos los lados. Un autre élément que je n'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, c'est le thème de la corruption. C'est pour ça que c'est important de parler le même langage pour empêcher la corruption de travailler d'un côté, puis ensuite de frapper ailleurs, etc. Donc, quand on parle tous le même langage, on peut davantage combattre ça. Entonces, debemos fortalecer, debemos difundir y debemos expandir el mensaje para finalmente incidir en la autoridad. Il faut donc renforcer le message, il faut le diffuser davantage, parce que c'est comme ça qu'on réussit à influencer les autorités. Pero es importante también saber de qué manera elaboramos el mensaje. Hay un concepto que se llama narrativas y me gustaría que ustedes también lo conozcan. Y las narrativas son poderosas para poder elaborar mensajes y luchar contra otros que no son buenos. Bon, évidemment, quand on parle de définir un message, il y a des façons de le faire. Donc moi, je parle surtout au niveau du récit. Donc c'est quelque chose que je voudrais amener, là, les narratifs, comme on dit, là, la question du récit. Yo no conozco la realidad en Montreal o en Canadá en general, pero en Perú hay limitaciones. Ustedes saben que somos un país que todavía tiene muchos retos y como organizaciones agradecemos que haya iniciativas que nacen desde Oxfam, por ejemplo, desde plataformas como Actúa.p que impulsan esta integración. Nosotros puntualmente en la red Interquorum utilizamos donc, c'est sûr que je ne connais pas la réalité à Montréal. Par contre, au Pérou, c'est un pays qui a beaucoup de défis, beaucoup de limitations. Donc, c'est sûr que comme réseau, on aime ça avoir des appuis, on aime ça avoir des soutiens de différentes ONG, d'Oxfam ou autres, pour aller de l'avant. Utilizamos diferentes medios de comunicación, tanto virtuales como medios de comunicación tradicionales. Estamos en la radio y estamos en la televisión. Y nosotros no solamente hablamos desde la ciudad, sino que continuamente intercambiamos mensajes, conocimiento con los hermanos de los pueblos originarios. Ellos llegan a la ciudad y nosotros vamos a los pueblos para estar en constante comunicación. Parfait. Donc, nous, on utilise tous les moyens de communication disponibles, la radio, les médias sociaux, etc., etc. On parle à tout le monde et puis on est aussi en communication, pas seulement en ville, mais on est aussi en communication avec les peuples autochtones. Et ils sont en communication avec nous. Donc, on essaie de vraiment... eux viennent en ville pour connaître notre réalité. Nous, on va sur le territoire également.
hay algo muy importante que quizás no lo he mencionado. En la Amazonía peruana hay muchos problemas que tienen las mismas causas que de repente los problemas de otras zonas de mi país. Sin embargo, hay cosas que en la Amazonía son bastante álgidas, bastante críticas, como los defensores ambientales asesinados y amenazados, como los recursos naturales destruidos. Posiblemente en otros lugares del país los problemas son otros, como lo mencionó mi amiga, mi compa Noemí, y creo que eso también es importante reconocer, ¿no? Que todas las luchas se pueden unir para defender una sola causa. Donc, en Amazonie, il y a beaucoup de problématiques différentes. On se rend compte que souvent, c'est la même cause finalement. Un des éléments, par contre, critique, c'est la question de la sécurité des activistes environnementaux, là, donc des assassinats, des menaces. Donc, ces gens-là, voilà, sont menacés, sont même parfois assassinés. Donc, c'est sûr que il y a aussi la question des ressources naturelles qui sont détruites. Donc, c'est sûr que ailleurs au pays, il peut y avoir des problématiques différentes. Mais il y a quand même souvent aussi des points communs. Puis quand on est en réseau, on est capable de se rendre compte qu'il y a quand même des points communs entre les différentes problématiques, les différentes régions. Merci pour ta réponse. Je viens de me rendre compte que, en fait, j'ai des questions en particulier que j'aimerais vous poser à tout le monde. Donc, si j'y vais, je relance chaque personne, on ne va pas finir parce que c'est tellement intéressant ce que vous mentionnez. Fait que je vais y aller plus tard avec des questions spécifiques, une pour Noémie, puis une pour la mienne aussi. Je vais garder ça pour la fin peut-être. Donc, j'irai à la prochaine question générique. Puis, on pourrait commencer par Noémie en premier. Donc, ça serait au niveau de tes apprentissages que tu as fait au cours de ton implication. En el camino de construir iniciativas, reflexiones, conversaciones con diferentes activistas, defensores de la naturaleza, uno de los grandes aprendizajes que hasta ahora sé que es cierto y que sí funciona es como tener la empatía, la apertura a conocer otras realidades, a saber que las problemáticas ya de por sí que existen. Donc, dans la construction là, de mon activisme, dans mes réflexions, dans mes interventions, mes actions, etc., je me suis rendu compte, j'ai appris que ce qui fonctionne, c'est l'empathie. C'est l'ouverture aussi aux autres, aux réalités des autres, à ce que les autres activistes peuvent vivre. En el mundo del activismo pueden haber diferentes temáticas, el feminismo, cómo combatimos la crisis climática, la transformación energética, etc. Nosotros como jóvenes podemos tener una perspectiva, pero si este concepto o esta forma de cambiar algo, tú se lo cuentas a una comunidad originaria, a poblaciones distintas del Perú, es difícil poder hacer que ellas cambien de opinión y que se unan a la lucha. Entonces, en esas dificultades, en esas brechas de diferentes formas de pensar, de actuar, es uno de los grandes retos y aprendizajes que yo he tenido como activista, el aperturarme a esta nueva forma de pensamientos, de modos de ver la vida, y finalmente construir algo juntos, ¿no? Construir algo que esté en torno a defender la vida, a defender la naturaleza, etcétera, la lucha en la que estemos inmersos. OK. Donc, c'est sûr que comme il y a différentes thématiques environnementales, thématiques liées au genre, des thématiques liées au changement climatique, à la transition énergétique, etc. Donc, il y a beaucoup de thématiques quand on est activiste. Quand on est jeune, on a aussi une certaine perspective, on se bâtit aussi une certaine compréhension des choses. Par contre, quand on se met à échanger avec des peuples autochtones ou avec d'autres groupes, ça peut être difficile de les convaincre, de les faire changer leur opinion. Donc, c'est
c'est sûr que c'est quelque chose avec lequel on apprend à travailler, on apprend à découvrir aussi les perspectives différentes des autres. Puis avec l'empathie, ben, on est capable de plus reconnaître là, dans le fond, leur point de vue. Comme ça, ben, c'est de cette façon-là qu'on réussit entre activistes à créer un message commun, finalement, pour défendre la vie, pour défendre l'environnement, pour défendre différentes causes sociales. Y bueno, entonces como aprendizaje sería realmente saber que si nuestra lucha no la unimos o interseccionamos con otras luchas, vamos a estar como diferentes, gritando en diferentes partes del mundo y no vamos a llegarnos todos a un acuerdo. Y la interseccionalidad de luchas de género, de climáticas, de económicas, tantas brechas que existen culturales, sociales en el mundo, es necesario poder juntarlas, interseccionarlas y comprenderlas desde un todo, ¿no? Eso es como que uno de los aprendizajes. Gracias. Donc voilà, donc mon apprentissage finalement, c'est que si nos luttes ne sont pas intersectionnelles, si nos luttes ne sont pas unies, si on ne prend pas en compte les différentes luttes, on ne va pas être capable de progresser. Donc la question de l'intersectionnalité, c'est vraiment un apprentissage important parce que c'est comme ça qu'on réussit à devenir plus fort finalement, parce qu'on réussit avec ça à unir nos luttes et donc on est capable de parler d'une seule voix et d'avoir plus d'importance. Merci tellement pour ta réponse. Ça veut exactement avec la vision qu'on répond de l'importance de l'éducation sur l'anti-oppression, de la convergence des luttes, qu'elles soient de tout genre. Donc, merci tellement pour ça. Ça fait du bien à entendre qu'on est dans la même direction, même si on est super éloignés. Donc, Lamine, est-ce que je t'inviterai à y aller au niveau de tes apprentissages? Alors, merci. En termes d'apprentissage, il faut comprendre que le combat pour la justice climatique nécessite de la mobilisation et de la forte mobilisation. Et ça a été quand même un bel apprentissage que j'ai connu durant, en tout cas, les jours que je passe à défendre ou bien à plaider pour les questions de justice climatique, la mobilisation, la forte mobilisation. Et quand je dis mobilisation, ce n'est pas seulement les activistes, mais des fois, il faut impliquer tout le monde, l'inclusion. Inclure l'inclusion. Ça a été vraiment un bel apprentissage pour moi. Du moins, un bel apprentissage. Alors, il y a aussi ce que j'ai appris, c'est qu'il faut donner capacité des communautés à pouvoir saisir les juridictions, inviter les juges à se prononcer sur les questions environnementales. Ça aussi, c'est dans le domaine du contentieux environnemental, du contentieux climatique. Ce sont des expériences qu'on apprend qui sont beaux. Et des fois, quand on a des victoires, quand des fois on saisit le juge et que le juge donne raison aux communautés, ce sont des victoires qui sont inqualifiables. On ne peut pas estimer ce qu'on sent quand on gagne un procès en ce sens, sur les questions environnementales ou bien de droits humains. Ça aussi, ça a été, je pense, un bel apprentissage. Alors, sur la question de l'influence, des fois, on se dit que quand on veut engager quelque chose, on se dit que, mais est-ce qu'on peut influencer les pouvoirs publics à changer telle politique ou bien à adopter telle réforme? Mais on se rend compte que les communautés, l'union fait la force. La voix des communautés, ça peut porter et des fois, ça peut influencer. Et nous, ça nous est arrivé lorsque le Sénégal voulait réformer son code pétrolier. Au début, on s'était dit que bon, on ne peut rien faire, le pouvoir public, l'État, quand il veut, il veut. Mais lorsqu'on a tapé sur la table, lorsqu'on s'est mobilisé, lorsqu'on a dit que ce que vous voulez faire, ce n'est pas le besoin des communautés, c'est ça le besoin réel des communautés, c'est ça. Mais à un moment donné, l'État a accepté de recevoir notre contribution et a pris en charge les préoccupations des communautés dans le nouveau code de l'environnement, du pétrolier. Le code du contenu local, c'était la même chose. Le code pour le gazier, c'était la même chose. Et actuellement, l'État est dans une phase de mettre en place une loi sur la biodiversité. Et c'est l'État même qui nous a invités à apporter notre contribution. Donc ça, ce sont des victoires. Et notre contribution, ce n'est que les préoccupations des communautés qu'on donne à l'État et qui est prompte à l'insérer
dans les codes. Et ça favorise l'appropriation, ça simplifie l'appropriation de ces dispositions juridiques. Ça, c'est important. Autre chose qui m'a beaucoup marqué aussi dans mon travail, ce sont les campagnes. Alors, sous les campagnes, le charme, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans notre code de l'environnement, il y a une disposition qui dit que même si tu es une association légale, si tu veux porter une affaire devant une juridiction, il faut que le ministère te donne un agrément spécial pour l'acte que tu veux engager devant les juridictions. Bon, nous, on dit que c'est restrictif, c'est injuste, c'est pas une loi en tout cas juste. Et on a engagé la campagne. On l'engage dans les réseaux sociaux et on voit que ça porte. On l'a engagé dans les différents forums, dans les différentes conférences. Et aujourd'hui, l'État nous invite à discuter davantage sur le pourquoi de cette campagne. Parce que l'État dit que si on ouvre la porte à tout le monde, les juridictions seront envahies, n'est-ce pas? Il faut des restrictions pour un peu limiter les cas. Ben, nous disons que ce sont des questions environnementales. Il faut laisser les gens, en tout cas, faire prévaloir le droit. Et dès l'instant que ce dialogue s'instaure entre la société civile, les communautés et l'État, ce dialogue tripartite, ça devient intéressant. Et nous savons qu'on peut avoir en tout cas gain de cause. Et aujourd'hui, nous, en collaboration avec d'autres organisations de la société civile, on a lancé une campagne qu'on appelle Article 25. Article 25, c'est un article qui se trouve dans notre code minier, qui répartit un peu les revenus issus du secteur minier pour les populations, les retombées pour les populations. Et on demande à ce que ces retombées-là soient réelles et effectives pour les populations. Et c'est une campagne aussi qui a bien, en tout cas, tonné. Les autorités l'ont entendu et ont engagé des négociations entre les communautés, les organisations de la société civile. Et je pense que ce sont des expériences, des apprentissages qui sont extraordinaires, qu'on pourrait peut-être partager avec d'autres organisations, mais aussi dans d'autres pays. Parce que c'est ça les victoires, c'est ça les réussites. Donc, c'est un peu ça mes apprentissages. Merci. J'ai l'impression que tu parles en ayant des cas de figure, des exemples en tête. J'ai appris ça parce que ça a donné tel résultat, puis ça fait du bien à entendre. C'est ça. Tout ça le fait. Donc, oui, Jorge, je te laisserai aller. Gracias. Sí, lo dije al principio y lo sostengo, ¿no? Y esto es también parte del aprendizaje. Oui, alors je l'ai dit au début et je le soutiens, ça fait partie de l'apprentissage. Que todos estamos conectados. Entonces, si hay algo que he aprendido, es que los problemas de una lucha nos afectan a todos. Entonces, si lo vemos de esa manera, todas las luchas nos terminan afectando. Donc, voilà, donc tout est connecté. Donc, c'est sûr que les problèmes qui affectent une lutte ou les problématiques vont affecter les autres. Donc, finalement, ouais, c'est ça, toutes les luttes sont aussi connectées. Donc, c'est sûr que si une lutte a des difficultés, ben, ça va affecter tout le monde. Eso se traduce en la necesidad de todos nosotros de tener mejor conciencia del problema que hay ante la situación política, social, económica, ambiental, y tener una sola voz. Lo dijo mi compañera Noemí, lo dijo Lamin, es importante entender esto que es interseccionalidad. Donc, c'est ça, dans le fond, il faut être davantage conscient, le plus possible conscient que ben, c'est ça, l'ensemble des luttes là, sociales, économiques, environnementales, de genre, etc., sont liées. Donc, c'est ça la fameuse intersectionnalité, c'est de voir que toutes ces luttes-là sont liées. Aprendí que debemos ser empáticos porque finalmente nuestra presencia en este planeta es pequeña en comparación con la vida y el tiempo que ya lleva la naturaleza. Il y a aussi la question de l'empathie parce que, bon, notre présence sur Terre, elle est petite comparée à la nature. Donc, il faut avoir une empathie par rapport à ça. Ser empático es una de las cosas más importantes
ser empático es una de las cosas más importantes que nos puede pasar, porque somos conscientes entonces de que nuestro trabajo va a impactar principalmente en quienes vienen. Donc voilà, donc l'empathie, dans le fond, c'est extrêmement important. Ça nous permet de nous rendre compte que notre travail va servir pour ceux qui viennent. Considero que la empatía es una virtud del activista. Et donc, je considère que l'empathie, c'est une des vertus de l'activiste ou du militant. Hay ejemplos claros, en la Amazonía tenemos, como ya había mencionado, muchas luchas. Hemos realizado muchas iniciativas en las cuales apoyamos a las luchas de la comunidad LGTBI+, y también ellos nos han apoyado a nosotros en muchas iniciativas para la defensa del ambiente, difundiendo información a la población. Esa intersección y esa coopération est riquísima et muy fructífera. Donc, il y a beaucoup de luttes différentes en Amazonie. Donc, par exemple, nous avons soutenu beaucoup les causes LGBTQ+, dans le passé. Et ces mêmes groupes nous ont soutenus également dans différentes causes environnementales. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Llegar a ese nivel de entendimiento y articulación es importante porque ahí empiezan los cambios. Tenemos que defender la Amazonía porque me parece que ahí está el futuro de todo el mundo. Donc, arriver à ce niveau de coordination-là, c'est quelque chose de majeur. Je pense qu'il faut qu'on protège et qu'on défende l'Amazonie, et ça au bénéfice de tout le monde sur la planète. Claramente, porque al defender la Amazonía, también estamos defendiendo a las personas que viven en ella. Quand on défend l'Amazonie, eh bien, évidemment, on défend aussi les personnes qui habitent l'Amazonie. Y también entendemos que en este proceso estamos asegurando la sostenibilidad para las futuras generaciones. Évidemment, dans ce processus de protection-là, on va aussi assurer les moyens d'existence pour les générations futures. Merci, Jorge. Au niveau des choses plus difficiles que vous vivez dans votre activisme, des défis que vous avez vécus, j'aimerais ça en entendre quelques-uns. Puis, si jamais il y a des gens qui voudraient rebondir dans le chat, vous pouvez aussi à tout moment rebondir. Puis, on veut partager vos commentaires avec les personnes sur le panel aussi. Donc, Noémie, je t'inviterai à commencer. Creo que una de las como situaciones más frustrantes que se puede vivir en el activismo es ver, sentir de que tu lucha o las cosas que estás haciendo son invisibilizadas o pueden ser como borradas como que no tomadas con la debida importancia por el gobierno que te defiende supuestamente, por las personas que crean leyes para que un país sea justo. Y en ese... Oh, Julien. Voilà, donc une des situations les plus frustrantes que j'ai rencontrées dans mon activité d'activiste, c'est quand on se rend compte que ce pour quoi on se bat, ce sur quoi on travaille, est invisibilisé et est aussi déconsidéré là, par les gouvernements qui sont censés nous protéger, par les politiques, par exemple, ou les acteurs qui sont censés créer des lois justes. En ese camino, en esas barreras con las que encontramos, nosotros sabemos que el gran enemigo, nuestra gran forma o nuestra gran como terror que queremos vencer es el sistema por el que está formado mi país, por un sistema que es de años y es aceptado también. Entonces, hemos aprendido a poder unir fuerzas con diferentes colectivos, diferentes personas de todo el Perú,
Entonces, es esa, ¿no? El gran desafío. Sabemos que la lucha comienza por uno mismo, pero si queremos realmente cambiar las cosas, como enfrentarnos a una crisis climática, tenemos que hacerlo juntos. La voz tiene que ser más fuerte. Y Donc, c'est ça, le grand ennemi pour nous, c'est vraiment le système. Donc, au Pérou, c'est un système injuste, un système qui est ancien, qui est bien implanté, qui est accepté. Donc, il faut apprendre, puis on a appris à unir nos forces. Et puis, c'est vraiment ça le défi si on veut arriver avec une justice climatique. Alors, merci. Je pense que pour les défis, ce sont des problèmes plus ou moins partagés, hein, un peu partout dans les pays du Sud et un peu en Amérique. Hein. Alors, nous, peut-être au Sénégal, il y a le grand défi sécuritaire, le défi lié à la sécurité. Du fait, des fois, de la censure, des fois, on est censuré. Tu veux, des fois, prendre la parole dans des conférences qu'organise l'État, mais on te dit que tu n'entres pas, que tu vas perturber, ou bien tu vas dire des choses qui ne vont pas arranger les pouvoirs publics. Ça, c'est un vrai problème, mais bon, il y a les intimidations. Des fois, tu reçois, par exemple, des messages de menaces. Tu ne sais pas l'origine de ces messages-là, mais on te dit que ben, si tu s'opposes à ça, tu risques d'être, par exemple, frappé quelque part ou bien agressé d'autre part. Alors, il y a aussi comment dire encore, l'accès à l'information crédible. Ça, c'est un grand défi dans nos pays. Aujourd'hui, tous les États, par exemple, s'engagent à promouvoir les gouvernements ouverts, ce qu'on appelle les PGO, mais ce n'est pas en fait une réalité. Nous, par exemple, si on veut accéder aux rapports d'évaluation environnementale, mais ce sont des rapports de 400, 500, 1000 pages, on te dit que tu le consultes sur place, tu n'as pas le droit de prendre une photo, tu n'as pas le droit d'emprunter ni d'amener chez toi. Et c'est difficile même d'avoir accès à ces documents. Et pour un activiste, facilement, on peut t'accuser de diffamation. C'est du fait que tu as besoin de parler du fait d'une injustice, tu n'as pas la bonne information, mais tu parles. Et tu parles, on te dit que, OK, viens ici. Toi, tu es en train de nous diffamer, et automatiquement, tu tombes sous le coup de la loi. Donc, l'accès à l'information, c'est un grand défi aujourd'hui qu'on doit relever dans nos pays. Mais aussi, il y a la solidarité et le réseautage. Parce qu'aujourd'hui, des fois, tu es intimidé, tu es sanctionné, mais tu ne reçois pas de soutien. N'est-ce pas? Du fait des fois des activistes, mais aussi des réseaux. Et parce qu'ils ne te soutiennent pas parce qu'ils ne connaissent pas le fondement du problème, la cause que tu étais en train de défendre, etc. Tu es seul, tu es individualisé, tu es minorisé, donc tu es bâillonné. Donc, il nous faut aujourd'hui mettre en place des systèmes d'information, des systèmes de vulgarisation de nos combats. Parce que les pouvoirs publics, ils ont peur de la masse, hein, ils ont peur de la population. Quand les gens parlent, ils reculent. Mais des fois, quand ils t'ont en main et que personne ne parle, mais ils font tout ce qu'ils peuvent. Donc, il y a ce besoin de mettre en place des réseaux crédibles, mais des réseaux forts. La solidarité entre les défenseurs de l'environnement, les défenseurs des droits humains, et essayer de créer des connexions entre les défenseurs et les populations aussi qu'ils défendent. Et surtout, éviter aussi l'infiltration. Parce que souvent, on est infiltré. Tu fais quelque chose, par exemple, tu organises une activité communautaire pour éveiller les populations, tu pars après quelqu'un de l'État ou bien des compagnies viennent pour dire que ben, ce gars-là, c'est un escroc. Il a été corrompu pour vous dire ceci, pour vous raconter des bobards. Et le lendemain, tu viens, tout le monde braque, ou bien tu as des problèmes, la population ne se solidarise pas. Donc, tu vois, donc il faut vraiment essayer d'enlever tous ces gens d'écueils qui entravent un peu notre travail. Mais aussi, il y a la problématique de la démocratie environnementale. Quand on parle de démocratie environnementale, c'est peut-être trois piliers. C'est la participation. Mais quand on parle d'éclairer et préalable peut-être, mais souvent les entreprises viennent, on convie toutes les communautés, mais c'est justement pour juste applaudir, sans pour autant connaître le fondement, la quintessence des problèmes. Donc il faudrait promouvoir la participation éclairée des communautés dans les projets, dans les initiatives, dans les processus de prise de décision. Ça, c'est un. Deuxièmement, je l'ai dit tantôt, dans la démocratie environnementale, il faut aussi l'accès à l'information, mais l'information facile.
Souvent, ce sont des rapports techniques avec des termes techniques. Les populations ne comprennent rien. Même des fois, nous qui sommes plus ou moins initiés, on ne comprend pas certains termes qu'on utilise dans les rapports. Donc, il faut des rapports simplifiés pour faciliter l'accès à l'information. Mais le troisième problème, ou bien le troisième pilier de la démocratie environnementale, c'est l'accès à la justice environnementale, l'accès à la justice en cas de violation. Je l'ai dit tantôt, il y a déjà la barrière de la loi, mais aussi il y a le fait que les populations ont ce préjugé en se disant que non, c'est pas la peine parce que l'accès à la justice coûte cher. Il faut prendre un huissier pour faire le consent, payer des avocats, et des fois tu habites à 700 km de Dakar, la cour, par exemple, suprême qui juge ces questions est à Dakar, les frais de transport, etc. Bon, tu te dis que bon, ça ne vaut pas la peine. On a pris ma terre, ou bien on m'a fait ceci, on m'a fait cela, mais bon, je vais garder mon mal en silence, et puis c'est tout. Donc, tout ça, ce sont des défis aujourd'hui que nous, en tout cas, défenseurs, nous, réseaux, doivent réfléchir pour, en tout cas, essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Donc, c'est quelques mots que je voulais partager avec vous sur ce point. Merci. Merci. J'ai l'impression que autant Noémie que Lamine, quand vous avez parlé, vous avez aussi dit des extraits de solutions puis de pistes. Donc, je trouve ça intéressant. Ce que je retiens de ça, c'est qu'il y a une réduction du pouvoir du mouvement puis des personnes qui luttent pour la justice climatique de la part des autorités. Il y a aussi l'importance de voir l'enjeu comme un enjeu collectif, l'importance de l'éducation populaire, l'importance des solidarités et l'importance d'un réseau qui soutient les personnes qui subissent des injustices, que ce soit sociales et environnementales. Pour aller plus loin dans cette question, je dirais avec Jorge, qui n'a pas encore répondu. Bueno, es importante esto. Quisiera empezar con un ejemplo, el Acuerdo de Escazú. Donc, j'aimerais commencer avec un exemple, l'accord d'Escazú. Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica que aún no ratifica el Acuerdo de Escazú y ha sido archivada 2 veces. Le Pérou est un des rares pays de la région qui n'a pas encore ratifié l'accord d'Escazú, malgré 2 tentatives pour ça. En un primer momento hemos hecho una campaña para poder fortalecer a la población. On a un petit problème technique de seconde. Regresé. Sí, decía de que el Acuerdo de Escazú fue rechazado 2 veces por el Congreso. C'est que voilà, donc l'accord d'Escazú a été rejeté à deux occasions par le Congrès. En ambas ocasiones se ha intentado hacer incidencia para su aprobación, para su ratificación. Dans les 2 occasions, il y a eu une campagne d'influence pour favoriser sa ratification. Y en ambos casos, el Estado ha hecho lo imposible para que no se ratifique a través de
difusión de falsa información. Dans les deux cas, l'État a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour lutter contre ça, pour ne pas que ça se ratifie, notamment par le biais d'une campagne de désinformation. Entonces, ese es el principio de la incidencia, en el que los fracasos finalmente terminan siendo un aprendizaje. Donc voilà, c'est un des principes des luttes d'influence. Les échecs constituent des occasions d'apprentissage. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo de países de América del Sur y el Caribe, de América Latina y el Caribe, que buscan tres cosas importantes: acceso a la justicia, participación ciudadana y la protección de los defensores ambientales. L'accord d'Escazú est un accord là, qui est principalement orienté pour l'Amérique latine, qui cherche trois choses, trois axes. Donc, accès à la justice, davantage de participation citoyenne et en dernier lieu, la protection des militants environnementaux. Entonces, todo esto en el ámbito ambiental: justicia ambiental, información sobre asuntos ambientales y los defensores. Nosotros estamos muy seguros de que precisamente los pequeños fracasos son los que nos permiten fortalecernos y replantear estrategias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de retos, también hablamos de poder encontrar formas de empezar de nuevo. Donc, c'est sûr que voilà, les petits échecs comme ça sont d'autant d'occasions d'apprentissage. Donc, un des défis, justement, c'est de pouvoir... Excusez, j'ai un petit blanc de traduction. Cool. Donc voilà, donc un des défis, ben, c'est ça, c'est de trouver là, au travers des échecs des façons de recommencer à nouveau son activisme. Por supuesto que hay retos mucho más fuertes que van más allá de la incidencia, que es el de poder cambiar los hábitos de la población, o sea, el cambiar el chip, como le llamamos en nuestro país, y también cambiar la forma en cómo opera el Estado. Esos son retos gigantescos. C'est sûr qu'il existe des défis plus gros. Un des défis, le principal, c'est évidemment le changement des habitudes de la population. Donc, faire un switch, comme on pourrait dire, là, des habitudes de la population. Puis un deuxième défi important, ben, c'est de changer la façon d'être de l'État ou de certaines choses relatives au fonctionnement de l'État. Porque finalmente pasan por aspectos muy importantes como intereses económicos, intereses de poder y, por supuesto, la idiosincrasia que existe en nuestra región. Parce que, bon, évidemment, il y a des intérêts économiques qui rentrent en jeu, des intérêts économiques de pouvoir, voilà, qui rentrent en jeu. Là. Donc, évidemment, c'est des choses qui sont aussi spécifiques là, à sa région en particulier. Yo sé que se habla hoy en día mucho sobre soluciones basadas en la naturaleza. En este proceso, un gran reto es poder captar todo el conocimiento ancestral de los pueblos originarios y complementar, o que sea esto el complemento del conocimiento actual que hay para la solución de diversos problemas. En ce moment, on parle beaucoup des solutions fondées sur la nature, on en parle énormément. Un des grands défis de cela, ben, c'est comment on peut réussir à capter les immenses connaissances détenues par les peuples autochtones, comment on peut amarrer ça à des approches contemporaines ou des approches qui viennent d'ailleurs. Solo como un ejemplo, mientras en un laboratorio se necesita de todo un largo proceso para poder tener bacterias que puedan descomponer, en la Amazonía peruana, para poder acelerar la descomposición, se utiliza el lixiviado de una hoja específica. Donc, un simple exemple, là, souvent, il y a des processus de laboratoire compliqués pour essayer de trouver des bactéries qui vont décomposer la matière de façon efficace. Là. Donc, c'est tout un processus en laboratoire. Alors qu'en Amazonie, on peut simplement utiliser le jus
d'une feuille et puis on parvient à accélérer la décomposition des matières. Y yo pregunto, ¿el Estado peruano se ha encargado de utilizar este conocimiento o hay un paper sobre una investigación relacionada a ello? Es ahí cuando nos damos cuenta también la importancia de cuidar y preservar las culturas originarias. Y esta destrucción que hay hoy en día, mucho ocasionado por empresas con fondos extranjeros, quizás Canadá también tiene empresas allá y este proceso destruye poblaciones y destruye culturas. Donc, moi, je pose la question, est-ce qu'il y a eu un paper, un article scientifique sur cette technologie autochtone-là? Poser la question, c'est un peu y répondre. Donc, ça amène le fait qu'il faut vraiment essayer de protéger ces connaissances-là, ces cultures-là, des destructions qui sont faites souvent par des entreprises, ça peut être des entreprises étrangères, peut-être des entreprises canadiennes. Donc, c'est vraiment cette question-là de maintien de la connaissance, c'est vraiment clé. Hay muchos derrames petroleros en la Amazonía, no son visibilizados, pero un solo derrame ocurrido en la capital ha sido noticia nacional. ¿Qué nos puede decir eso? Il y a beaucoup de déversements de pétrole en Amazonie qui passent totalement inaperçus, mais un seul déversement de pétrole près de la capitale devient une nouvelle nationale. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce constat-là? Bueno, entonces los retos son muchos, pero animo a todos los que me están escuchando a nunca perder la fuerza, nunca perder la esperanza, porque se actúa con las manos, con la mente, pero sobre todo con el corazón. Donc, évidemment, il y a des défis immenses, mais j'en appelle à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, aux activistes, de ne pas perdre leur motivation, ce qu'ils ont dans leur cœur, finalement. C'est ça qui nous permet d'avancer. Merci, Jorge. J'entends justement, puis justement, il y avait la question, est-ce qu'il y a des compagnies avec des fonds étrangers, notamment au Canada, qui font de la destruction au Pérou? Oui, il y en a certainement, il y en a énormément, surtout dans le secteur minier. On est présentement dans un pays du Nord global, puis ça vient avec un privilège, ça vient aussi avec une responsabilité. Puis, on est dans des mouvements sociaux au Québec. Donc, moi, Florence et d'autres personnes qui sont ici dans la salle. Puis, j'aimerais poser la question, donc, comment est-ce que nos mouvements pour la justice climatique du Québec peuvent soutenir des mouvements de vos régions? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et se soutenir collectivement parce qu'on a une responsabilité aussi en étant dans un pays du Nord global, puis on le reconnaît. Donc, si Noémie, tu veux commencer. Bueno, la lucha climática, de género, feminismo también, cuando hablamos de una lucha del sur global y el sur del norte, son luchas totalmente contrariadas, es muy diferente cómo se toman desde cómo se piensa la crisis climática en un país latinoamericano a cómo impacta también en un país, ¿no?, del norte. Yo creo, y por la experiencia que hemos tenido con mis colectivos para crear alguna solución, me parece que los movimientos climáticos de Quebec, acá en Canadá, también están iniciando una reflexión y también una apertura a entender cómo es que los impactos climáticos son diferentes. Me olvido que hay traducción. Oui, voilà. Donc, on parlait, bon, évidemment, il y a plusieurs luttes. Il y a des luttes en tout genre, des luttes de genre, des luttes environnementales, etc., etc. Dans le sud global, en fait, c'est très différent à comparer aux luttes du Nord. Dans le sens, bon, par exemple, la crise climatique, dans un pays du Sud, on ne va pas la concevoir de la même façon. Donc, il y a des différences. Je perçois en ce moment, là, dans le mouvement climatique au Québec, il y a une réflexion et puis qu'il y a une ouverture disons, en ce sens.
Esta es como una iniciativa muy importante, el que ustedes estén en este espacio escuchándonos, escuchando nuestras experiencias y la forma de impactos climáticos en el Perú. Y así como estos pequeños momentos, es importante llevarlo más allá, llevarlo a proyectos, llevarlo a encuentros internacionales, donde podamos entender y compartir más, más a fondo cómo es que realmente queremos construir un mundo para todas y para todos. Realmente me... Donc voilà, donc on parlait des mouvements climatiques au Québec là, qui ont une réflexion et une ouverture. Donc, par exemple, l'initiative en ce moment de vous qui nous écoutez, ben, c'est une initiative qui est importante. Ça commence comme ça, on commence par partager des choses. Par contre, ce serait important que ces initiatives-là de partage se développent, qu'on ait vers des projets, qu'on ait vers des actions internationales ou des initiatives d'échange plus à l'international, ce qui permettrait d'approfondir beaucoup plus le partage entre les gens du Nord et les gens du Sud. Alors, dire que je vais justement poursuivre dans sa logique. Ben, aujourd'hui, je pense que le partenariat, ça ne doit pas être une idée d'aider. Par exemple, dire que les associations québécoises ou bien doivent aider les associations, mais nous devons être dans une perspective de co-construction. Pourquoi je le dis? Parce que les problèmes environnementaux n'ont pas de frontières. Aujourd'hui, je suis au Sénégal, mais ce qui se passe à l'Amazonie peut impacter en tout cas les Sénégalais. S'il y a par exemple quelque chose, un déversement de pétrole dans l'océan, mais ça n'a pas de frontières, on ne peut pas les limiter, ça peut tuer les poissons, ça peut, etc., etc., etc. Donc, nous devons être dans cette logique de co-construction, savoir que les problèmes environnementaux sont des problèmes globaux et des problèmes mondiaux. Alors, sur ce, moi, je le dis toujours, il faudrait peut-être mettre en place un réseau intercontinental qui peut aujourd'hui participer, par exemple, sur des activités de l'ONU, des activités de l'OUA, les grandes organisations qui peuvent aujourd'hui impacter sur les politiques des grandes compagnies parce qu'ils sont puissants. Nous, dans nos petits réseaux, dans nos pays, etc., on ne peut pas trop impacter. Des fois, on n'est même pas entendu. Mais si on parvient à s'inscrire dans de grands réseaux, parler d'une seule voix en cas de problème, mais essayer de porter des plaidoyers d'une seule voix, mais là, je pense qu'on pourra peut-être impacter au niveau mondial et au niveau global. Ça, c'est quelque chose qui me semble être intéressant. Mais aussi, avoir cette intelligence collective qui vise à avoir des projets en commun, des campagnes en commun, et aussi comment dire encore, des procès, surtout les procès climatiques, sont des procès stratégiques. Ce ne sont pas des choses qu'on peut gagner à l'échelle d'un État, mais ce sont des choses souvent qui visent les multinationales, qui visent les politiques des États, le non-respect des engagements internationaux à la suite des conférences. Par exemple, tout le monde dit qu'aujourd'hui, les États n'ont pas respecté les accords de Paris sur la limitation des gaz à effet de serre. N'est-ce pas? Maintenant, pour ramener les États-Unis peut-être la raison, mais ça, ce n'est pas moi au Sénégal qui va plaider pour que les États-Unis respectent leurs engagements ou bien le Canada respecte ses engagements, mais il faut des actions fortes, des actions communes. Donc, il faut que cette intelligence collective, que nous nous approprions des enjeux mondiaux et que nous travaillons sur, en tout cas, des plaidoyers collectifs. Ça, je pense que ça peut être quelque chose qui serait peut-être intéressant. Et je le rappelle, hein, c'est justement être dans une logique de collaboration sincère, mais aussi d'une logique de collaboration globale pour régler les problèmes d'une manière, en tout cas, globale. C'est un peu ça. Merci, j'entends ton commentaire sur la co-construction, puis aussi dans un rapport exactement de... On a des compétences, puis on peut s'apprendre, puis on peut s'offrir du soutien mutuel, puis c'est important d'avoir une voie commune pour certains enjeux. Sí, bueno, de hecho es importante que ustedes desde la posición geográfica y desde las condiciones aquí en Quebec puedan
puedan de repente utilizar todas las facilidades educativas para que puedan hacer investigación en la Amazonía peruana. Me parece que sería una de tantas, una muy buena forma en cómo pueden ayudar a reducir estas problemáticas, porque es precisamente la investigación lo que podría, creo yo, salvar, además de las luchas, de las acciones, la ciencia también puede salvar. Y si ustedes... Voilà, donc ce que je voudrais ajouter, c'est que de votre position géographique, de votre point de vue ici au Québec, une des choses que vous pourriez faire, c'est utiliser vos capacités en éducation, vos capacités en recherche pour justement nous aider, nous, à augmenter les connaissances. Donc, au-delà de l'activisme, le savoir, la science, c'est aussi des choses qui permettent là, de progresser, d'aller de l'avant. Gracias. Y para seguir activando o para seguir en el camino del activismo, ustedes construyen narrativas, pero nos gustaría que esas narrativas se co-construyan también con las que tenemos en Perú, en, no sé, Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, Bolivia, en toda Sudamérica, para que nuevamente el mismo principio, todos, ahora no solo Perú, ahora toda América integral hable el mismo idioma. Donc, c'est sûr que pour vous au Nord, évidemment, vous construisez aussi des récits. On aimerait ça, du Sud, on aimerait ça que vous co-construisiez ces récits-là avec nous, dans l'optique, encore une fois, d'unité, pour qu'on puisse parler d'une seule voix là, dans l'ensemble des Amériques. Parler avec le même vocabulaire, ça me semble être tellement logique. Ça a beaucoup de sens. Ça a vraiment beaucoup de sens. Merci pour ce point. Puis un peu dans la même lignée, en fait, je vous donnerai la parole à juste savoir qu'est-ce que vous auriez à dire à des personnes comme moi, comme Florence, comme les gens qui sont là avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, que ce soit en lien avec votre lutte, en lien avec notre lutte, en lien avec des conseils que vous auriez pour nous? Je vous laisserai pas mal la voix libre sur cette question. Ok. Más como, no tanto un consejo, sino una reflexión de esta pequeña experiencia que acabo de tener. Y es que sí, personalmente estoy muy contenta de este espacio, entonces yo sé que mi organización, todos los espacios en los que tratamos de movilizarnos por una justicia climática, justicia de género, una justicia socioambiental en general, realmente apreciamos y nos gustaría, sabemos de que su trabajo es un trabajo muy interesado en otras realidades y eso sería lo que aconsejaría o es como que también me gustaría que continúe, que nos involucren también en sus proyectos, en sus construcciones de mensajes, en las formas de luchar contra una crisis climática que yo sé hemos armado puentes más con Latinoamérica, más con el sur, pero estoy muy segura de que si estos puentes se siguen expandiendo, realmente vamos a tener logros favorables, logros que parecen un sueño en este momento. Donc voilà, pour ma part, c'est pas tant un conseil, mais plutôt une réflexion. Moi, j'apprécie beaucoup l'espace actuellement. Donc, pour en revenir à notre organisation, à ce qu'on fait ici, qu'on tente de construire, je sais que vous, bien évidemment, aussi, vous construisez vos récits, etc. Donc, mon message, c'est incluez-nous dans la construction de vos messages contre la crise climatique, parce que si on réussit à construire un message commun, on va vraiment réussir à avoir plus de gains. Alors, merci. Peut-être pas un conseil, mais justement,
un rappel et une sensibilisation. Le rappel, c'est quoi? C'est que la justice climatique n'a pas de frontières. La justice climatique n'a pas de race. La justice climatique n'a pas de couleur. Il faut qu'on agisse ensemble pour corriger les écarts. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment le rappel. Et la sensibilisation, c'est quoi? Nous, en Afrique, nous avons les ressources. Nous avons énormément de ressources, de potentiel minier, gazier, pétrolier, géologique, mais nous n'avons pas les moyens de les exploiter. La question qui se pose est de savoir qui les exploite. Ce sont les compagnies occidentaux, ce sont les compagnies américaines, canadiennes qui viennent, qui exploitent. Donc, à vous, jeunes activistes, et le sens de la responsabilité en disant à vos entreprises qui viennent exploiter, qu'ils exploitent de manière rationnelle, de manière durable, qui respectent les droits humains. Les Anglais avaient lancé à un moment donné une initiative qui s'appelait Or Propre. Or Propre, c'était quoi? Toute entreprise qui exploitait de l'or en violant les droits humains, son produit sera déclassé au niveau des cours mondiaux. Ça veut dire qu'on l'appelle, par exemple, l'or sué, l'or qui a du sang, etc., pour un peu, en tout cas, diaboliser ce qu'elle est en train de faire, pour l'inviter à avoir des approches qui soient inclusives. Donc ça, c'est à vous, jeunes activistes, aux communautés des pays qui sont développés, entre guillemets, d'avoir cette sensibilité, d'inviter vos entreprises à avoir des comportements éco-responsables, mais aussi à vous de limiter vos activités de consommation. Parce que c'est à part de vos consommations que vos États aussi encouragent les entreprises à aller vers les pays du Sud pour exploiter davantage, pour améliorer vos conditions de vie. Donc aujourd'hui, si vous consommez énormément d'énergie, si vous faites, mais ça pompe encore l'Afrique et d'une manière très désobligeante qui viole les droits humains. Il faut cette coopération, il faut, les ressources sont là, il faut qu'on les exploite. Ça, c'est sûr, il faut que les pays développent, mais d'une manière rationnelle, d'une manière équilibrée, qui respecte les droits humains, qui respecte les conditions de vie des populations. Donc, c'est un peu cette sensibilisation que je voulais partager avec vous et ce petit commentaire. Merci. Ben, comme slogan, ben, je pense que votre public, on n'est pas encore arrivé à ça. Alors, merci beaucoup. Mais merci tellement. Ouais, merci. Bien, también me gustaría comentarles, en Perú cuando cuando había acciones para reducir el tráfico de las drogas o para reducir, por ejemplo, a estas poblaciones juveniles que iniciaban muy temprano en las drogas, hubo una voz que en alguna ocasión dijo, sigamos la ruta entonces de la droga. O sea, hay una ruta económica, ¿quién lo provee? ¿Cómo lo provee? Yo pienso que donc voilà, donc peut-être, je dirais un exemple, peut-être au Pérou, quand il est question là, de la drogue, au niveau bon, de la lutte contre ce fléau-là, la lutte contre les questions là, de jeunes qui tombent vite là, dans la consommation de drogue. Il y a une voix qui a dit, ben, suivons cette voie-là, suivons la voie de la drogue. igual podría aplicarse el mismo principio para la destrucción, para la injusticia climática. Sigamos la ruta de la injusticia climática. Donc c'est ça. Donc, cette voie-là disait, ben, suivons la loi de la drogue, cette voie de la drogue-là, allons-y à fond. Et puis, ben, en fait, c'est un peu étrange comme raisonnement. Puis lui, Jorge, il dit, ben, moi, je fais le parallèle. Est-ce qu'on veut vraiment une voie qui dit, ben, au bout de la destruction environnementale, suivons cette voie-là, allons de l'avant dans cette voie-là. Y terminaremos preguntándonos, ¿quiénes financian a estas grandes empresas? ¿Hay bancos implicados? ¿El dinero de quién está acá? Donc, moi, j'amène la question, qui finance tout ça? C'est l'argent de qui? Il y a des banques qui sont impliquées dans les processus de destruction. Donc, d'où vient l'argent et qui finance ça? Yo sé que son retos gigantescos, pero así como lo dijo Noemí, como lo dijo Lamin, es importante que
dejemos también de pensar que solamente desde el gabinete podemos generar soluciones y vayamos y observemos lo que pasa en los diferentes lugares del mundo. Donc, termine en disant que on ne peut pas juste changer les choses de son propre point de vue, finalement. Il faut s'ouvrir un peu puis regarder qu'est-ce qui se fait partout. Y nuevamente, seamos como esas pequeñas gotas que con el tiempo rompen la piedra, rompen la gran roca. Nunca nos demos por vencidos. Donc, finalement, soyons comme ces petites gouttes qui, à force de tomber, font fendre les pierres énormes. N'abandonnons jamais. Donc, je vois l'heure passer. Il est maintenant 20h30. J'avais demandé aux personnes dans le panel de nous préparer un slogan qu'elles appréciaient. Donc, quel est votre slogan préféré? Comme dernière question, je dirais. Puis après ça, on va dépasser un petit peu pour la section des questions. Si vous êtes correct, peut-être jusqu'à 1h45 en prenant quelques questions. Puis après ça, on va clore. Puis pour les personnes qui aimeraient avoir des discussions plus approfondies avec les personnes du panel, on va faire une activité demain en personne à la place commune où vous allez pouvoir venir rencontrer les personnes du panel. Noémie, est-ce que tu aimerais commencer avec ton slogan? Hay una frase que nos alienta mucho y nos sensibiliza también en este proceso de construir un ambientalismo, un ecologismo popular, y es saber que si nosotros globalizamos, que es compartir nuestras luchas, si nosotros globalizamos la lucha, vamos a globalizar la esperanza también. Y al globalizar la esperanza es esta pequeña fe, esas pequeñas gigantes ganas de querer cambiar las cosas, ¿no? Y es algo que se construyó en conjunto, en espacios, junto a Actúa, junto a diferentes colectivos en Perú. Y Perú, Latinoamérica y desde el sur, ¿no? Y es muy bonito compartirlos también con ustedes en este momento. Voilà, donc il y a quelque chose qui nous encourage beaucoup. Le slogan, c'est que quand on globalise la lutte, on globalise aussi l'espoir. Donc c'est un peu une phrase qui nous encourage beaucoup au Pérou, dans nos réseaux, etc. Et puis qui nous permet de garder l'espoir et de continuer à aller de l'avant. Alors, comme slogan, c'est très simple pour moi. Je le dis en anglais. Hein? Only climate justice can save humanity. Seule la justice climatique peut sauver l'humanité. Ça, c'est ma croyance, c'est mon slogan de tous les jours. Merci. Bueno, igual, precisamente el laboratorio fue nacional y es la misma, ¿no? Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Voilà, donc j'ai un slogan très, très similaire. Globalisons la lutte, globalisons l'espérance. Donc, c'est vraiment voilà, similaire. Oui, merci tellement. Je sens que tout le monde ici a pris et absorbé tellement de paroles que vous avez dites. Puis on a pris des notes pendant le panel. On va en faire une page wiki. On va rendre disponible l'enregistrement aussi. Comme ça, les connaissances que vous avez partagées, les commentaires, on pourra les partager plus loin, aussi dans vos communautés. Il faudrait discuter avec eux ensemble, voir si une traduction même serait possible. Ça serait super le fun. Ma citation, mon slogan, moi, c'était « On s'indigne quand on aime ».
c'est encore, ça fait référence à l'amour, qui est un sujet qui a été beaucoup abordé aujourd'hui. Puis maintenant, j'irai avec vous, le public. Si vous avez des questions que vous aimeriez poser, là, qui vous brûlent la langue, ça serait le moment maintenant. On va prendre vraiment pas beaucoup de temps parce qu'on a dépassé un petit peu. Sinon, je vous inviterai à venir les poser en personne dans des discussions demain aux personnes du panel et ou sinon nous les écrire par courriel, mais je vous laisserai la parole. Une question de quelqu'un qui est avec nous sur place. Ouais, donc, mon prénom, c'est Raphaël. J'avais une question, en fait. Je ne sais pas qui avait parlé de ça, la convergence des luttes et le partage entre différents groupes. Vous avez mentionné une collaboration entre les communautés LGBTQ+, et la lutte environnementale. Donc, je veux savoir un peu, concrètement, ça ressemblait à quoi, cette collaboration-là? Et c'est l'impact que ça a eu. Donc, c'est quoi la collaboration? Vous avez parlé d'une convergence des luttes, qu'il y a eu comme un genre de... Je ne sais pas si je suis clair. Et on parle de quoi? C'est une convergence des luttes dans tes mots. Bueno, igual lo voy a responder para todos. Bueno, yo voy a explicar cómo se logró y qué resultados hemos tenido de esa convergencia. Donc, je vais expliquer cette convergence-là, comment on y est arrivé et à quel résultat est-ce qu'on est arrivé. Y solo como un ejemplo de varios que hay con diferentes luchas, para que haya una convergencia entre la lucha de la comunidad LGTBIQ+ y el activismo ambiental, primero tuvo que haber un intercambio de experiencias y un intercambio de luchas. Ellos entender la nuestra y nosotros entender la suya. Una vez, sí. Donc, un des premiers éléments pour atteindre là, cette fameuse convergence, c'est un échange d'expériences. Donc, il faut échanger nos expériences communes, il faut apprendre aussi sur les luttes des autres et partager nos luttes avec les autres. Y en ese proceso es súper importante que ambos entendamos que finalmente nuestros problemas nos afectan de manera recíproca. Et donc, c'est super important de comprendre dans ce processus-là que nos problèmes respectifs, de nos luttes là, respectives, nous affectent de façon réciproque. Hay resultados que se ven a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo es que la población local, por ejemplo, entiende que ya no es la lucha de los ambientalistas, los verdes, sino es la lucha de los jóvenes, porque están todos involucrados. Donc, il y a des résultats à court terme, à moyen terme, à long terme. Un résultat à court terme, c'est de faire prendre conscience à la population que ce n'est pas la lutte des environnementalistes, par exemple, c'est plutôt la lutte des jeunes. Y todos en la comunidad local, sobre todo los más conservadores, también entienden que ya no solo la lucha de los LGTBIQ+, sino también es la lucha de todos los jóvenes, porque ellos en las marchas ven a todos los jóvenes involucrados en la misma lucha. Eso es entender que ambos problemas son prioritarios. Et donc, pareillement, il faut aussi parvenir à prendre conscience que les luttes LGBTQI+, c'est les luttes des jeunes aussi. Donc, même les jeunes conservateurs de la société doivent comprendre que dans les marches, etc., quand on voit les slogans, on se rend compte que ces luttes-là, c'est les luttes de la jeunesse, de toute la jeunesse. Quoi. En resumen, esto es un tema de derechos. Finalmente, caemos en que es un tema de derechos humanos. Y los derechos humanos es para todos.
finalement, on peut en conclure, ou on peut en conclure que c'est une question de droits humains. On parle d'environnement, on parle de lutte LGBTQI+. Donc, c'est des luttes pour les droits humains, et les droits humains, ça concerne tout le monde. C'est les droits de tout le monde. A mediano plazo, lo que se espera son cambios de hábitos y a largo plazo, por supuesto, se espera cambios a nivel de Estado, de normativa, cambios en la sociedad que vayan a durar mucho, mucho tiempo. Donc, à moyen terme, on parle de peut-être changer les habitudes des gens. Et puis, à plus long terme, on parle de changement au niveau de l'État, au niveau des normes étatiques et sociales et gouvernementales. Hay algo relacionado y es precisamente lo mismo que es cruzar luchas, que es el pacto ecosocial. Quisiera que Noemí también hable sobre ello. Donc voilà, il y a un élément plus concret à ce niveau-là qui concerne le pacte écosocial dont Noémie va parler. Bueno, gracias por el interés, ¿verdad?, en esta interseccionalidad de luchas. Cuando creamos como espacios, también creamos medidas, proyectos para todas y todas. Hablamos de eso, ¿verdad? De incluir y no dejar a nadie atrás, porque vivimos en un mismo planeta, en una misma país, en una misma ciudad, y lo que tengamos de leyes, de mecanismos, va a ser para todos. Donc voilà, merci. Donc merci pour votre intérêt pour l'intersectionnalité. C'est vrai que quand on est en train de faire des projets, en train de faire de l'activisme, tout ça, c'est vraiment important pour nous cette attitude-là de dire on laisse personne derrière, finalement. Donc, quand on travaille sur ces choses-là, on veut vraiment inclure tout le monde. Como un ejemplo concreto que les podría compartir es la iniciativa que tuvimos desde Viernes por el Futuro Perú, y es la creación de un pacto ecosocial desde el sur y, bueno, para mi país. Y este pacto ecosocial, bueno, hasta ahí le explico qué es. Voilà, donc un exemple concret là, qui vient de Vendredi pour le Futur Pérou, c'est justement la création de ce pacte écosocial. El pacto ecosocial es un documento con 16 demandas exactamente, donde se creó junto a organizaciones, colectivos, representantes de diferentes partes del Perú, para construir mecanismos, leyes que protejan finalmente para todos. No solamente hablamos de una transición energética justa, también hablamos de derechos para las mujeres, derechos para las diversidades, hablamos de derechos de agua, derechos finalmente para todos y para todos. Es difícil el poder concretar Donc voilà, donc le pacte écosocial, c'est un document qui comporte 16 demandes avec, puis là-dedans, il y a des mécanismes de protection pour tous et toutes. Donc c'est sûr que dans ce document-là, il y a des questions relatives à la transition juste, par exemple. Il y a aussi des choses relatives aux droits environnementaux et aux droits sociaux. Donc c'est vraiment un document qui va venir fusionner un peu tout ça. Como este documento es una iniciativa, así como esto, tratamos de crear más, no solamente mecanismos, sino también espacios. Y bueno, finalmente entender, ¿no?, de que los impactos es diferente para todos, para todas. Y si hablamos de una crisis climática y los efectos que hay alrededor de ellos, también pensemos en mujeres, también pensemos en diversidades, también pensemos en las personas que menos dinero tienen, las personas que culturalmente están más alejados, porque cuando integramos a sus problemáticas, sus luchas, es donde realmente estamos haciendo un cambio, realmente estamos formando un mundo para todos y para todas. Donc, c'est ça. Évidemment, c'est pas juste un mécanisme qu'on veut créer par ce pacte-là, c'est aussi des espaces pour en parler. Et puis, ça permet aussi, quand on fait ça, de se rendre compte que les conséquences ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, par exemple, les conséquences de la crise climatique ne sont pas pareilles pour toutes et pour tous. Donc, les femmes, les personnes qui ont moins d'argent, moins de ressources économiques, les personnes isolées, etc. Donc, la crise n'affecte pas tout le monde de la même façon. C'est important de reconnaître ça.
L'heure et demie a passé vraiment vite, donc on va clore ce panel sur cette question et on vous invite à venir discuter autour d'art demain à Place Commune. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.